Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma part pour cette 7e année pour Rent et fêter avec vous nos 10 ans de conférences et de salons, surtout ici. On a quelquefois changé d'endroit et je crois qu'ici on est vraiment au top de nos capacités et on est ravis de faire ça pour vous. On va commencer cette première conférence, moins de carbone, plus d'idées, impact et enjeux pour l'immobilier. Alors, je vais vous demander d'accueillir bien fort et avec beaucoup, s'il vous plaît, d'enthousiasme pour le premier animateur, Anatole Chouard, vulgarisateur scientifique sur l'environnement. Sous vos applaudissements. Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude justement de venir, je vais vous demander de mettre vos GSM sur silencieux pour profiter au mieux de la conférence et pour respecter Anatole justement. Bonne journée, à tout à l'heure. Bonne conférence. Merci beaucoup. Je prends juste la feuille. Ouais, ça marche. Je l'ai autant. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon? Super. Je vais commencer avec une petite expérience tout de suite avec vous. Et je vais essayer de montrer que le climat, c'est un petit peu comme la chanson La Macarena. On va faire une expérience avec vous. Je vais vous demander de vous lever pour ceux qui peuvent, pour ceux qui connaissent la chanson La Macarena. Si vous connaissez la chanson La Macarena, voilà, levez-vous. Super. Allez, on joue le jeu, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Ok, maintenant il va y avoir 4 étapes. Ça va être un petit peu comme dans Squid Game. Il faut être le dernier survivant. On va faire 4 étapes. La première, donc sur la Macarena, vous avez le droit de rester debout uniquement si vous avez une vague idée de la chorégraphie. Si vous ne connaissez pas très bien la chorégraphie, vous pouvez vous asseoir. Ok, donc il y a encore pas mal de monde qui est debout. Super. Deuxième étape, vous avez le droit de rester debout seulement si vous connaissez les artistes. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, il y a quand même des connaisseurs. Donc les artistes sont Los del Rio. Si vous n'avez pas les bons artistes, c'est bon. Ok. Troisième étape, vous avez le droit de rester debout seulement si vous connaissez les paroles complètes de la chanson, pas que le refrain. Il y a encore une personne. Super. Encore une personne. Et dernière étape, attention, le chant sur scène. Ok. Donc, on était avec 100% de la salle debout. Maintenant, on est à 0% avec 4 étapes assez simples. Pourtant, la Macarena, c'est une chanson qu'on pense connaître absolument par cœur, qu'on entend tout le temps à la radio, etc., qu'on entendait souvent. Et maintenant, pour le climat, on peut se dire c'est la même chose. En fait, on en entend de plus en plus parler, c'est bon, on connaît par cœur. Et maintenant, il y a 4 étapes. Cette fois-ci, je ne vais plus faire l'expérience avec vous. On va regarder les plus gros sondages mondiaux sur le climat. Les 4 étapes pour qu'il y ait une action à grande échelle sur le climat, ce serait quoi? La première étape, ce serait connaître l'origine anthropique. Ça veut dire savoir que c'est nous le problème, c'est d'origine humaine. Bon, c'est première étape. On va voir combien de personnes on perd à chaque étape. La deuxième étape, une fois qu'on sait que c'est nous, c'est de connaître l'amplitude des conséquences. Donc ça, c'est tout ce qu'on va dire, les connaissances. Ensuite, la troisième étape, ce serait, ok, on a les connaissances, mais maintenant, passer à l'action. Et la dernière étape, passer à l'action, mais avec les bons ordres de grandeur. Parce que si on fait juste éteindre la lumière, trier ses déchets, on est un petit peu foutu. Donc on regarde pour ces 4 étapes maintenant pour le climat. Bon, on commence avec 100% de la population totale. Première étape, savoir que c'est nous le problème. Donc là, c'est un sondage du World Economic Forum en 2019. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, le changement climatique est causé majoritairement par quoi? Sondage mondial. 67% répondent que c'est l'espèce humaine. Ok, bonne réponse. Mais il y en a 27% qui pensent que c'est des phénomènes naturels et 6% qui disent que le changement climatique n'existe pas. Donc il faut bien se rendre compte, en France, c'est à peu près les mêmes résultats. On n'est pas bien meilleur que la moyenne mondiale. Donc il faut bien se rendre compte qu'on perd déjà un tiers des personnes, rien que sur cette première étape qu'on pourrait croire banale. Ensuite, donc voilà, on n'est plus que 67%. Ensuite, sur l'amplitude des conséquences, là, bonne nouvelle, quand on sait que c'est nous, ensuite à peu près, on connaît l'amplitude des conséquences. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, le passage à l'action, toujours les sondages au niveau mondial. Là, on n'est plus que 38%, alors qu'on était parti avec 100% de la population. Donc là, on voit qu'il y a une grande différence entre connaître les conséquences, savoir que c'est nous, et passer à l'action. Et la dernière étape, connaître les ordres de grandeur. Là, j'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il y a plein d'ordres de grandeur à connaître, savoir différencier le transport, le bâtiment, l'alimentation, etc. Donc je mets un point d'interrogation, mais on va voir dans la suite de cette conférence qu'on en perd beaucoup. Et donc, on est à peu près à 10-15%. Donc c'est mieux qu'il n'y avait plus qu'une personne, puis finalement 0. C'est un petit peu mieux que pour la Macarena, mais c'est pas bien meilleur. Et donc, je vous propose de regarder donc,
sur les connaissances, sur le passage à l'action, sur les ordres de grandeur, une petite conférence ensemble. Donc sur les connaissances, la base, c'est donc les rapports du GIEC. Et on va faire un petit quiz avec vous, un présentateur que j'apprécie particulièrement. On va faire un petit quiz édition IPCC, IPCC qui veut dire GIEC en anglais. Donc c'est parti, il y aura 2 questions. La première, que signifie l'acronyme GIEC? Vous pouvez crier la réponse si vous pensez l'avoir. Le C, je pense que vous pouvez avoir le C. Le climat, oui, c'est bon. Si vous avez d'autres lettres, vous pouvez crier, pas de souci. Le E, environnement, c'est pas environnement, mais c'est est-ce que le climat est stable ou est-ce qu'il bouge? Il est en train de bouger, donc c'est évolution du climat, voilà. Bon, je vous le donne. Hop, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc c'est un groupe de chercheurs, ils sont dans leurs universités, ils font de la recherche, et quand ils se regroupent pour former le GIEC, là, ils ne font pas de la nouvelle recherche, mais ils font la synthèse, une méta-analyse scientifique de plein de papiers de recherche déjà publiés sur le climat. Deuxième question, donc il y a 3 grands groupes au GIEC, qui font 3 grands rapports, on va les voir un par un. Le premier rapport du GIEC parle de quoi? Est-ce que c'est la base scientifique, la résilience et l'adaptation, la réduction des émissions ou aucune idée? Alors qui pense que c'est la base scientifique? Qui pense que c'est la résilience et l'adaptation? Qui pense que c'est la réduction des émissions? Et on a le droit de répondre aucune idée. OK. Alors, en fait, je vous avais mis dans l'ordre. Donc, c'est la base scientifique pour le groupe 1. Alors, quand on lit ça, on se dit que ce n'est pas hyper bien compréhensible. La résilience et l'adaptation, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire. Donc, pour faire simple, en fait, c'est comme quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, vous cherchez à faire 3 choses. Déjà, vous voulez savoir la base scientifique, vous voulez savoir quelle maladie vous avez. Bon, généralement, on cherche sur Google. C'est moins fiable que le GIEC, mais c'est ce qu'on veut savoir, en tout cas, la base scientifique. Une fois que vous avez la base scientifique, vous voulez quoi? Vous voulez traiter les conséquences. Donc vous êtes toujours malade, mais à court terme, au moins, vous adoucissez les symptômes. Et ensuite, là, plutôt à long terme, il faut prendre une date pour une opération. Là, on va traiter les causes et donc on va guérir. C'est à peu près la même chose pour le GIEC. Le groupe 1 traite de la base scientifique. Donc on va voir que c'est nous à l'origine du problème et quelles sont les conséquences sur le système Terre. Ça, c'est la base scientifique. Le groupe 2, une fois qu'on sait ça, on regarde les conséquences sur la population et comment s'adapter. Là, on va parler pas mal des symptômes. Et ensuite, le groupe 3, et généralement, quand on parle du GIEC, on pense un petit peu uniquement à la réduction des émissions. Oui, c'est pour la guérison, donc c'est très important, à moyen, long terme. Mais voilà, il faut savoir que c'est groupe 1, groupe 2, groupe 3, un petit peu comme quand on est malade. Un rapport du GIEC, ça ressemble à ça. Voilà, donc c'est des rapports de 1500 pages en anglais. Donc ensuite, il y a un résumé technique, puis un résumé aux décideurs politiques qui fait une 50aine de pages. Et ce que je pense, c'est que les décideurs politiques demandent un résumé de 1 ou 2 pages à leur équipe, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de lire ça. Mais donc, plutôt que de le lire comme ça, on ne pourrait pas faire une conférence ici. Ce que je vous propose, c'est pour chaque groupe, on va regarder une phrase à retenir, quelques graphiques clés, et on passe au groupe suivant. Donc le groupe 1 qui traite de la base scientifique. Exactement. Donc la phrase à retenir pour le groupe 1, c'est celle-ci. Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Bon, là, vous pouvez me dire, oui, ça ne nous apprend pas grand-chose, on savait déjà. Alors, il faut faire attention à 2 choses. Déjà, la première chose, c'est que les gros rapports du GIEC d'évaluation, donc les rapports des groupes 1, 2, 3, ça sort tous les 6 à 8 ans environ. Et le premier, c'était en 1990, et c'est la première fois que c'est maintenant sans équivoque. Avant, on était sûr à 97%, 99%. Maintenant, c'est sûr que c'est nous, c'est sans équivoque. Et la deuxième chose, pourquoi cette phrase est importante? Parce que, souvenez-vous de ce sondage, en fait, il n'y a que 2 tiers des personnes dans le monde qui sont en accord avec la base scientifique. Donc ça, c'est assez problématique. Et alors maintenant, on va regarder toutes les conséquences là-dessus, et surtout une. Donc ici, vous avez la carte des vagues de chaleur, le changement des vagues de chaleur, un changement qui a déjà été observé. Ce n'est pas une carte pour le futur, c'est les changements déjà observés depuis 1950. Donc, c'est une carte du monde simplifiée. Vous voyez que toutes les régions en rouge, c'est là où il y a déjà plus de vagues de chaleur qu'en 1950. Toutes les régions en gris, on n'est pas sûr du résultat. Et toutes les régions en bleu, c'est là où il y a moins de vagues de chaleur qu'en 1950. Donc, on regarde la carte, il n'y a aucune région en bleu. Donc, OK, les vagues de chaleur augmentent et on les voit s'intensifier en France, en Inde, aux États-Unis, en Australie, etc. Mais ce qui est important, c'est la manière dans laquelle ça évolue. En fait, ça évolue de façon non linéaire avec le réchauffement. Et comme la non-linéarité, on ne voit pas très bien ce que ça veut dire parfois, je vais prendre un petit exemple. Qui connaît la première personne qui franchit la ligne d'arrivée?
Ok, tout le monde connaît, Usain Bolt, star mondial, pas de souci. Pas de souci. Qui connaît la deuxième personne? Ah, il y a une personne ici. Oui, c'est qui? Tyson Gay. Il y a une personne qui connaît. Qui connaît le 4e, 5e, 6e sur la photo? Personne. Même moi, je suis allé voir leur nom, j'ai oublié. Alors qu'ils font partie des tout meilleurs mondiaux. Il y a quelqu'un qui s'est, c'est pas moi, hein, c'est la chaîne YouTube Fulloscopy, qui s'est amusé à regarder la relation entre, d'un côté, la popularité en fonction de la performance. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au début, ça fait une ligne droite. Donc, si je me rapproche un peu, ici, vous voyez que Johan Blake ou Tyson Gay, ils sont un peu plus rapides, ils font le 100 mètres en 9,69, ils sont un peu plus rapides que par exemple Nesta Carter, donc ils sont un peu plus connus. Et là, on se dit, ok, c'est normal, plus on est connu, enfin plus on est performant, plus on est connu. Ok, mais ça fait une droite pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on voit ensuite? C'est que si vous êtes un petit peu plus performant, là vous êtes beaucoup plus connu, ça ne fait plus du tout une droite, c'est plus du tout linéaire, et donc Usain Bolt est beaucoup plus connu que tous les autres réunis. Là, vous me dites, mais c'est quoi le rapport entre ça et le GIEC? Eh bien, retenez bien ce graphique. On va passer sur le graphique du GIEC pour les évolutions futures des vagues de chaleur. Voilà, là, c'est le graphique du GIEC et vous voyez que ça ressemble énormément au graphique du Usain Bolt. Alors, je m'explique un peu. On commence avec un événement qui avait lieu qu'une seule fois en 1850-1900, donc une grosse vague de chaleur au niveau mondial. Ce qu'on voit, c'est que dans notre monde à plus 1,1 degré de réchauffement en moyenne, donc à peu près plus 1 degré, on a déjà 5 fois plus de vagues de chaleur. Bon, on les ressent depuis quelques étés d'ailleurs. Ok, et là on se dit, ok, dans un monde à plus 1, il y a 5 fois plus de vagues de chaleur, on peut croire que c'est linéaire. Si c'était linéaire, ce serait comme la droite en bleu là, et à plus 2 degrés, plus 1, 5 fois plus 2, 2 fois 5, 10 fois plus de vagues de chaleur. Et plus 4, 4 fois 5, 20 fois plus de vagues de chaleur. Eh bien, dans un monde à plus 4 degrés, on aurait 20 fois plus de vagues de chaleur qu'en 1850-1900. Et ce serait déjà catastrophique. Mais ce n'est pas la réalité qui nous attend. La réalité, d'après les modèles du GIEC, c'est qu'à 2 degrés, on n'aurait pas 10, mais 14 fois plus de vagues de chaleur. Et à plus 4 degrés, on n'aurait pas 20, mais 40 fois plus de vagues de chaleur. Donc, il faut bien voir que cette non-linéarité, elle est en fait complètement... Enfin, elle est assez folle et elle ressemble en fait au graphique du Usain Bolt. C'est-à-dire que on n'arrive peut-être pas trop bien à concevoir la différence entre un monde à plus 1,5, plus 2, plus 4 degrés, parce qu'on voit les réchauffements en moyenne, mais il faut bien garder en tête que certaines conséquences sont absolument non linéaires. Donc ça, c'était pour le groupe 1, la base scientifique. On passe au groupe 2, donc les conséquences sur la population et comment s'adapter à ces conséquences. La phrase à retenir, donc comme pour chaque groupe, une phrase. 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Est-ce que vous savez combien on est sur Terre en ce moment? À peu près. Ouais, on a passé les 8 milliards il y a quelques mois. Donc 8 milliards, donc on parle quasiment d'une personne sur deux. Et il faut bien voir que la phrase, elle n'est pas au futur. Hein. La phrase est au présent. Alors, on a parlé des vagues de chaleur. Il faut voir aussi qu'il y a le combo température plus humidité. Parce que ça fait qu'en fait, on ne peut plus évacuer la chaleur corporelle par transpiration dans certaines régions du monde sur certains jours pendant l'année. Vous voyez, les régions en blanc ou en jaune, c'est peu de jours pendant l'année qui posent des sérieux risques pour la santé à cause de ça. Et les régions en violet foncé, c'est entre 300 à tous les jours dans l'année. Et vous voyez qu'il y a une grande non-linéarité entre ce qu'on aurait à plus 2 degrés à peu près en moyenne sur la deuxième map monde et la toute dernière à 4,5 degrés à peu près de réchauffement moyen. Et ça se passerait, il y a une grande injustice climatique parce que les pays les plus proches de l'équateur seraient beaucoup plus touchés. Alors les objectifs, c'est quoi? Les objectifs, il y en a 17, ce sont les 17 objectifs de développement durable. Et vous voyez que par exemple le numéro 13, c'est la lutte contre le changement climatique. Ok, mais ce n'est pas le seul but. En fait, il y en a plein d'autres. Alors quand on les lit, on a l'impression que c'est un petit peu comme un monde de bisounours. Donc pas de pauvreté, zéro faim dans le monde, bien-être, santé pour tous. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre, mais en tout cas, ça doit être les objectifs. Il faut vraiment essayer de tendre le plus possible au plus proche de ces objectifs. Les atteindre les 17, c'est très compliqué, mais il ne faut pas se focaliser que sur un seul de ces 17. Par exemple, c'est un petit peu si vous êtes coach de foot, voilà, Didier Deschamps, s'il se focalise uniquement sur son meilleur joueur, je ne sais pas, par exemple Kylian Mbappé,
et qu'il décide de mettre 10 attaquants avec Kylian Mbappé, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas de bloc équipe. Et bien, là, c'est à peu près la même chose. Le changement climatique, c'est hyper important, on est tous d'accord. Pas de pauvreté aussi, zéro faim dans le monde aussi. Mais si on se focalise uniquement sur un seul truc, là, ça ne marchera pas, on n'aura pas l'équilibre global. Donc ça, c'est vraiment les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et le climat en fait partie, bien sûr. Il y a d'autres choses environnementales qui en font partie, et il y a aussi d'autres objectifs de santé et de bien-être. Alors, hop, si on regarde dans le futur, là, on a les modélisations du GIEC. Donc, le rapport a été publié en 2022, donc on est ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, d'une part, le monde en 2100, si on respecte ces objectifs de développement durable, et d'autre part, en rouge, si on en atteint 0. Donc, tout en bas, vous avez 0 objectif atteint. Tout en haut, vous avez les 17 objectifs quasiment atteints, parce qu'on ne peut pas les atteindre à 100%, mais quasiment atteints. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que si on prend toutes les bonnes décisions politiques à partir de maintenant, eh ben, on peut encore atteindre pas mal de ces objectifs de développement durable, mais pas tous. Vous voyez que pas tous, ça ne va pas tout en haut de la courbe. Pour ça, il aurait fallu agir un petit peu avant, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand les premières alertes arrivaient. Et là, on aurait pu avoir le meilleur monde possible, entre guillemets. Mais là, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on entend souvent, c'est « Ah bon, bah, c'est foutu, ça ne sert plus à rien de lutter parce qu'on aurait dû agir avant, c'est trop tard. » Mais en fait, le GIEC dit absolument pas ça. Parce que vous voyez que le GIEC dit que si on prend toutes les mauvaises décisions politiques, à partir de maintenant, on peut encore très bien arriver dans le pire monde possible, tout en rouge, avec aucun objectif atteint. Donc, est-ce que c'est trop tard pour agir? Oui. Mais est-ce qu'il faut agir maintenant? Oui, c'est le meilleur moment possible. On n'a pas encore inventé la machine à remonter le temps. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, vous voyez que vous avez des petits éclairs avec des petites vagues. Ça, c'est la réponse à une crise. En fait, juste après une crise, la réponse au niveau mondial peut être décisive. Vous voyez, donc, ils avaient mis la crise sanitaire qui était juste avant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est toutes les guerres qu'il allait avoir juste après leur rapport. Donc, on ne sait pas exactement quand une crise va arriver. Mais ce qu'on sait, c'est que la réponse à une crise, si elle est mauvaise, peut nous faire plonger dans le gouffre ou bien, au contraire, nous mener vers un monde de plus en plus résilient. Donc, quelques exemples avant de passer au groupe 3. Des exemples pour lutter contre les conséquences, c'est par exemple réformer les systèmes de santé. Réformer les systèmes de santé, ça ne va pas du tout baisser les émissions au niveau mondial. Non, mais ça va nous permettre d'être plus adaptés et donc de baisser un petit peu les symptômes si on revient à notre métaphore. Préparer nos économies aux événements extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, comme les vagues de chaleur qu'on a vues, ça c'est pareil. Isoler nos bâtiments, alors ça fait les deux. On est plus isolé et en plus on réduit les émissions. Et développer les politiques migratoires. Alors quand on voit développer des politiques migratoires, quand on entend ça, généralement on entend fermer les frontières. Le GIEC dit bien qu'il va falloir ouvrir les frontières parce qu'on a vu avec les cartes sur le combo température plus humidité, mais il y en a plein d'autres, qu'il va y avoir des centaines de millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050, toujours selon l'ONU. Donc voilà quelques petits exemples pour le groupe 2 sur les conséquences sur la population et comment s'adapter. On passe maintenant au groupe 3, peut-être celui auquel on pense le plus quand on parle du GIEC. Donc, cette fois-ci, c'est sur la réduction des émissions. La phrase à retenir, elle est un peu plus longue, mais elle est hyper importante. Dans les trajectoires modélisées qui limitent le réchauffement au maximum à plus 1,5 degré, l'utilisation mondiale du charbon, du pétrole et du gaz en 2050 devrait diminuer d'environ 95% pour le charbon, 60% pour le pétrole, 45% pour le gaz par rapport au niveau de 2019. Donc là, on peut se dire, oui, bon, peut-être le charbon, c'est un peu une énergie du passé, ça ne va pas être trop dur. Bon, on regarde. Ici, vous avez la consommation mondiale d'énergie primaire par source, donc de 1800 jusqu'en 2021. Et les trois premiers, c'est quoi? C'est le charbon, le pétrole et le gaz. C'est plus de 80% de l'énergie qu'on consomme au niveau mondial qui est fossile. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont encore présentes. Et en plus, la consommation totale, la demande totale a aussi augmenté. Donc le GIEC dit qu'il faut faire deux choses en parallèle, surtout pas l'une puis l'autre. C'est la première chose, faire une vraie, réelle transformation énergétique, c'est-à-dire faire moins 95% tout en bas, moins 60% pour le pétrole et moins 45% pour le gaz. Mais en plus, il faut baisser la demande dans tous les autres secteurs, bâtiments, transport, alimentation, etc. Donc ça, c'est pour le secteur énergétique. Et pour tous les autres secteurs, baisser la demande. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Vous voyez qu'on est en 2022, les émissions continuent encore d'augmenter au niveau mondial, et on a nos objectifs. Les objectifs de l'accord de Paris, limiter au maximum à plus 2 degrés le réchauffement mondial.
Bon, vous voyez la baisse des émissions qu'il faudrait chaque année pour respecter 1,5 ou 2 degrés. Mais ensuite, vous avez d'autres courbes. Je vais me mettre là, c'est le plus simple. Ici, vous avez la courbe des promesses politiques. Alors, on entend encore pas mal de politiques dire « le monde à 1,5 degré, on va limiter le réchauffement au maximum à plus 1,5 degré, c'est encore possible ». Donc, des promesses. Mais même les promesses, en fait, ne sont pas assez fortes. Parce que les promesses nous amèneraient à un monde à plus 2,1 degrés. Ça, c'est Climate Action Tracker. Je fais un petit aparté sur les rapports du GIEC. Et ici, vous avez ce qui est mis en place réellement. Donc, c'est plus les promesses, c'est les actions politiques. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on se dirige vers un monde à plus 2,7 degrés. Donc, plus 2,7, ok, c'est, on va dire, entre guillemets, moins pire que s'il n'y avait aucune action. Là, on serait dans un monde à plus 4, 4,5. Donc, est-ce qu'on agit? Oui, on agit. Est-ce qu'on agit assez fort? Pas du tout. Ça, c'est vraiment la chose à retenir. Surtout qu'on sait maintenant qu'il y a des conséquences qui sont très non linéaires. Eh bien, ça, un monde à 2,7 degrés, on a vu l'amplitude des catastrophes. Alors, on a vu, dans tous les autres secteurs, il faut baisser la demande en énergie. Le GIEC dit que ça peut se faire de 3 manières. Et les 3 manières, c'est 3 engrenages qui doivent aller ensemble. La première chose à faire, c'est donc les facteurs socio-culturels, c'est le changement d'habitude des citoyens, la sobriété. Le deuxième, c'est l'usage de nos infrastructures. Donc ça, c'est quand au niveau individuel, on n'a plus tous les leviers pour agir. Bon, là, c'est les infrastructures, par exemple les transports en commun, le chauffage, etc. Et ensuite, la technologie. Alors là, la technologie, le GIEC ne dit absolument pas « la technologie va nous sauver ». Non, on a bien vu que les problèmes sont trop compliqués pour ça. Mais dans certains secteurs, la technologie peut contribuer à baisser les émissions et on va voir que ce n'est pas forcément des technologies futuristes. Bon, un secteur qui nous intéresse particulièrement, je vais prendre l'exemple du bâtiment. Ici, vous avez les émissions en 2050 si on continue sur notre chemin. Et ça, c'est les émissions qu'il faut atteindre en 2050. Et on voit que la baisse peut se faire de 3 manières, donc les 3 engrenages. Les facteurs socioculturels, ça c'est les citoyens, la baisse de chauffage et les économies en énergie. Ensuite, l'utilisation des infrastructures qui se fait de 2 manières, l'aménagement urbain et les villes compactes principalement. Et ensuite, la technologie. Et je vous avais prévenu, ce n'est pas une technologie futuriste du tout, c'est juste la rénovation thermique des bâtiments, une technologie qui existe depuis des années mais qui n'est pas mise en place dans beaucoup de pays encore, et la mise en place d'un chauffage décarboné. Donc vous voyez que ces 3 engrenages qui vont ensemble, ça nous permettrait d'arriver au but pour 2050. Donc ça, c'était pour le secteur qui nous intéresse, le bâtiment. Voilà pour les 3 rapports du GIEC, j'espère que vous avez tout compris. On va passer maintenant sur les ordres de grandeur, parce qu'on a vu avec le premier sondage que les ordres de grandeur, on ne connaît pas très bien. Je vous donne un petit exemple. C'est un sondage qui a été fait en Allemagne en 2019, et on a posé aux Allemands la question suivante. Parmi cette liste d'actions au niveau individuel, laquelle vous paraît la meilleure pour réduire les émissions du pays? Eh bien, je vous pose la même question qu'aux Allemands. Donc les Allemands, ils ont répondu comme ça. 22% ont dit moins de sacs plastiques. Pour eux, c'est la meilleure des solutions. Ensuite, un vol de moins en avion par an, isolation, rénovation thermique des bâtiments, alimentation locale et de saison, éco-conduite, végétarianisme et éteindre les appareils en veille. Alors, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec les Allemands? Parmi cette liste, non, je vois pas mal de gens qui disent non. Alors, vous auriez dit quoi? Vous êtes l'inverse, donc éteindre les appareils en veille, en 1, ok. Éteindre les appareils en veille, ok. 2-3 personnes, pas plus. Isolation thermique, j'entends. Ok, on voit que vous êtes du secteur. Vous avez d'autres idées sinon? Ouais, un vol de moins en avion par an. Ok, je vous donne les résultats maintenant. Alors, vous avez eu pour la majorité la bonne réponse. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'isolation et la rénovation thermique, ça peut faire baisser de 770 kg, donc 0,7 tonnes par personne et par an en Allemagne. Alors que la réduction des sacs plastiques, en fait, ce n'est que 3 kg par personne et par an. Et on voit que la première réponse qui a été donnée, elle est en fait 257 fois moins efficace que la vraie réponse. Et donc ça montre qu'on n'a pas du tout les bons ordres de grandeur. Par exemple, on a les ordres de grandeur pour les prix. Les prix, on les voit partout, à la boulangerie, au supermarché, sur Internet, dans les pubs. Et donc, on arrive très bien à comparer le prix des choses. Si vous allez à la boulangerie et qu'on vous dit une baguette 257 €,
Là, vous allez dire, non, il y a un problème dans les ordres de grandeur. Par contre, pour les émissions, c'est invisible. Donc, par exemple, les sacs plastiques, on les voit, on peut les toucher, etc. Donc, on pense qu'il y a de grosses émissions. Par contre, l'isolation et la rénovation thermique, en fait, les émissions de gaz à effet de serre pour le bâtiment, on ne les voit pas et donc on a tendance à les réduire dans notre tête alors qu'ils sont bien là. Donc, vous aviez bien donné les deux premières réponses. Vous avez plus les ordres de grandeur que la moyenne des Allemands. Bien joué. Alors, si vous voulez les ordres de grandeur complets, voici l'empreinte carbone moyenne en France en 2021. Donc, vous voyez qu'on est à 10 tonnes par personne à peu près. Est-ce que vous connaissez l'objectif pour 2050 ? 2 tonnes. 2 tonnes. Donc, il faudrait qu'on réussisse à diviser par 5 nos émissions. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est sur ces 10 tonnes, donc en comptant les importations. Donc, si là, vous achetez par exemple une tablette qui a été faite en Corée, elle compte pour vous, pour le français. Ici, vous avez les déplacements qui font déjà 2,7 tonnes, avec 2 tonnes pour la voiture uniquement. Donc, si l'objectif c'est 2 tonnes, juste les déplacements aujourd'hui, ce serait trop. L'alimentation avec la viande, et surtout la viande rouge, avec 1 tonne, le boisson, le café, etc., et le reste. Ensuite, le chauffage, et ensuite les achats de maisons, de loisirs, de vêtements, et les dépenses publiques qui font 1,4 tonnes en tout. Donc, voici pour les ordres de grandeur en France. Donc, ça ne veut pas dire que c'est votre empreinte carbone, hein, ça, j'en sais rien. Je sais qu'en moyenne, c'est à 10 tonnes. Si vous voulez la vôtre, si vous voulez vraiment la vôtre personnelle, je vous conseille ce site qui est super bien fait. Vous pouvez le faire en 5 minutes, allez, 6 minutes. Il vous pose des questions sur votre mode de vie. Est-ce que vous avez une voiture ? Combien vous mangez de viande, etc. Quel chauffage vous avez ? Combien de mètres carrés vous avez ? Donc, ça s'appelle Nos gestes climat. Ça a été fait par l'ADEME, donc ceux qui ont inventé le bilan carbone en France, donc c'est très fiable. Et voilà, en quelques minutes, vous savez déjà à combien vous êtes, dans quel secteur, et ce que vous pouvez faire pour baisser si ça vous intéresse. Voilà, Nos gestes climat. Alors, toujours sur les ordres de grandeur, il y a un autre problème, c'est que personne n'admet que c'est lui le problème. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce mème que j'apprécie particulièrement. Oui, je vois qu'il y a des gens qui apprécient aussi. Ce mème avec les 3 Spider-Man. Donc, il y en a un, c'est les citoyens. Et les citoyens disent, oui, mais moi, je suis qu'un parmi 8 milliards. C'est pas vraiment moi le problème. Le problème, c'est les grosses entreprises qui polluent. OK ? Ensuite, vous avez les entreprises. Et les entreprises, elles disent, oui, mais qui consomme nos produits ? C'est les citoyens. Et en plus, nous, on ne fait que respecter les lois des gouvernements, la plupart du temps. Donc, le problème, c'est les gouvernements. Et ensuite, vous avez les gouvernements qui disent, oui, vous ne respectez pas tout le temps. Et en plus, on a été élu par qui ? Par les citoyens. Ça reprend ce qu'on appelle le triangle de l'inaction, ou le triangle des Spider-Man, comme vous voulez. Et ce qui fait que personne n'assume ses responsabilités. Donc, il y a un rapport qui a été fait par l'Institut Carbone 4, qui s'appelle Faire sa part, qui s'est posé la question. Mais en fait, sur 100% des émissions dans le monde, quel pourcentage on peut imputer aux citoyens, aux entreprises ou au gouvernement ? Alors, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas divisé en 3, ils ont divisé en 2. Donc, ils ont fait les citoyens versus le reste du monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé ça en France, et on regarde juste des ordres de grandeur, là, parce qu'on ne peut pas avoir des pourcentages hyper précis, mais juste pour savoir si c'est, je ne sais pas, 1,99 ou 99,1, etc. Donc, ils ont regardé, sur les 10 tonnes qu'on a aujourd'hui, comment on pourrait réduire au maximum avec uniquement des gestes individuels. Et on a vu qu'avec uniquement ça, ils ont vu qu'on pouvait faire 50% de la baisse. Donc, on est à 10, il faut arriver à 2, il faut baisser de 8. On pourrait baisser déjà d'à peu près 4 avec uniquement des actions individuelles. Mais par contre, il y a 50% de la baisse qui devrait être faite par les gouvernements, les entreprises pour développer les transports en commun, pousser les gens à rénover leur logement avec des aides, etc. Et ensuite, ils ont fait un sondage et ils ont dit, OK, voici la liste de tout ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire toutes ces actions au niveau individuel ? Et ce qu'ils ont vu, c'est que, comme vous pouvez en douter, on n'est pas à 100% des Français qui disent oui, je fais ça, donnez-moi la liste, c'est pas de souci, les bullet points, on les fait. Non, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y a 20% des gens qui disent oui, 20% qui sont réfractaires à tout changement, qui ne veulent même pas toucher à cette liste, et il y en a 60% qui sont entre les deux. Et donc ils se sont dit, bon, il y en a 20 pour, 20 contre, 60 au milieu. En gros, ce ne sera pas 50% de la baisse, mais ce sera la moitié qui veut. Donc ce sera 25 pour les citoyens, et donc ce sera encore plus titanesque pour les entreprises et les gouvernements pour réussir à baisser jusqu'à 2 tonnes. Donc, les entreprises, ce qu'elles disent, c'est
oh, c'est 50-50, et les citoyens ils disent non, c'est 75 pour les entreprises. Donc à la radio, quand vous entendez parler de ce rapport, ils prennent les chiffres qui les intéressent le plus, alors qu'en fait le rapport présente deux hypothèses différentes. Mais si vous voulez vraiment baisser, vous pouvez baisser de 50%. Voilà pour les ordres de grandeur. Voilà. Comme ça, on sait que ce n'est pas 1,99 ou 99,1 et on arrête de dire c'est la faute de telle personne, de telle personne. On voit que c'est des engrenages qui doivent aller complètement ensemble. Et pour finir, juste un petit zoom dans le bâtiment. Après, vous pourrez poser des questions si vous voulez. Donc, dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour passer à l'action? On va regarder les chiffres de la stratégie nationale bas carbone, donc les objectifs pour 2050. Alors, déjà, pour savoir, le bâtiment, ça représente 25% des émissions en France. Si on compte les bâtiments industriels, si c'est uniquement les bâtiments privés, c'est 17%. Donc voilà, entre 17 et 25%. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, vous voyez l'historique des émissions du secteur jusqu'en 2015 et ensuite les objectifs pour 2050 dans cette stratégie nationale bas carbone. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que depuis 1990, est-ce que les émissions ont baissé? Oui, mais de 4% en 25 ans. Et maintenant, on regarde les objectifs. Pour 2030, il faut baisser les émissions du secteur de 50% par rapport à 2015. C'est absolument énorme. Et en 2050, il faut quasiment la décarbonation du secteur. Donc vous vous rendez compte, donc ça c'était le rapport de la stratégie nationale bas carbone 2015. On est en 2023, ça a un petit peu baissé, mais pas énormément. Mais il faut toujours quasiment faire moins 50% des émissions et on n'a plus que 7 à 8 ans. Donc vous voyez à quel point c'est titanesque. Alors là, il faut encore passer outre ce biais cognitif de se dire on n'y arrivera pas, c'est foutu. Alors, je ne dis pas qu'on y arrivera, je dis que j'espère qu'on y arrivera, mais je ne suis pas convaincu. Et en plus, c'est pareil dans tous les autres secteurs, c'est-à-dire qu'on est en retard pour l'alimentation, pour les autres secteurs. Ça baisse généralement dans tous les secteurs, sauf le numérique qui monte. Ça baisse, mais ça ne baisse pas assez vite. Mais comme on a vu, ce n'est pas 0 ou 1, ce n'est pas on n'y arrive pas ou on y arrive. Donc plus on arrivera à s'approcher de cette baisse, mieux ce sera. Donc bon courage pour ce secteur. Voilà, donc il faut vraiment se dire que ce n'est pas avec des petites actions qu'on va arriver à faire ça, c'est vraiment, faut y aller à fond. Alors, si on regarde un petit peu d'autres choses dans le bâtiment, bon, on voit qu'il y a un certain retard qui a été pris parfois sur la RE 2020, sur les passoires thermiques. Alors sur les passoires thermiques, ça concerne encore 5 millions de logements, sur les 29 millions individuels et collectifs. Et donc, il y a un gros enjeu de rénovation. Et ce qu'on observe actuellement, d'après les derniers rapports, c'est que le rythme de rénovation du parc, c'est à peu près 1,5% du parc par année, alors que l'objectif, c'était de 3% par an. Donc c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites? Oui, c'est pas vrai qu'on fait rien, mais on ne le fait pas assez fort pour réussir ces objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Et c'est pour ça, comme le rythme de rénovation est encore un peu trop lent, c'est qu'on avait un objectif de 0 passoire thermique pour 2025 et il a été revu pour 2028 et il y aura peut-être une nouvelle révision à voir. Une dernière slide juste pour comparer, parce que là, on se dit, ok, ça c'est la France, mais si on devait comparer en transposant au climat moyen à nos voisins de l'UE, de l'Union européenne, où est-ce qu'on se situe? Et on voit qu'on se situe à peu près au milieu du pack. C'est-à-dire on n'est pas vraiment meilleur, on n'est pas vraiment moins bon. Vous voyez qu'à côté de nous, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la moyenne de l'Union européenne qui est un peu meilleure que nous. Mais je ne sais même pas si vous aviez vu le pays qui est tout en bas, la Suède. En fait, la Suède a commencé sa rénovation, mais sa transformation même, de ce secteur bien plus tôt que nous. On voyait que même dans les années 90, ils étaient déjà en dessous de nous actuellement. Et donc là, ce qu'on peut se dire, et ce serait peut-être en conclusion, c'est il y a deux façons d'interpréter ce graphique. C'est soit on se dit, en fait, on est complètement en retard par rapport à d'autres, c'est foutu. Soit on se dit, ok, mais ça a l'air titanesque, mais il y a des gens qui ont réussi. Alors, chaque pays a ses spécificités, mais c'est possible. Donc, pourquoi pas aller absolument dans l'action, parce qu'il y a des gens qui ont ouvert la voie et qui ont montré que c'était possible. Donc ça, c'est un rapport du Haut Conseil pour le climat, donc c'est les experts français qui ont fait cette comparaison avec d'autres pays de l'Union européenne. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Je vais terminer par une dernière expérience sociale, bien sûr. Et si ça vous a intéressé ou si vous voulez une conférence, voilà. Donc je suis aussi sur YouTube. Donc ça s'appelle Chez Anatole. Vous avez des vidéos. Donc là, vous avez vu, on a parlé du plus gros sondage mondial,
Il y a aussi les limites planétaires, l'alimentation, les dégâts en France, etc. Il y a plein de vidéos et des conférences. Et je vais terminer par une dernière expérience. Et je vais vous demander de ne rien avoir dans les mains et je vais jouer le jeu aussi. Ok, donc, vous n'avez rien dans les mains, super. Ça va être très simple. Je vais dire 1, 2, 3, clap. Et quand je dis clap, je veux que tout le monde clappe. Et il faut que tout le monde clappe exactement en même temps. Okay, c'est une expérience d'un grand chercheur qui s'appelle Denis Meadows, que j'adore en fait, et un grand chercheur en environnement des années 70. Et il faut vraiment que tout le monde clappe exactement en même temps pour que les gens entendent le bruit et viennent assister à la conférence qui sera malheureusement terminée pour eux. Alors, vous êtes prêts? Quand je dis 1, 2, 3, clap, tout le monde clappe. 1, 2, 3, clap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous sentiez qu'il y avait une douille. Vous le saviez, mais ça s'est passé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dit quelque chose qui allait se passer dans le futur, et puis j'ai fait autre chose. Et on voit que, en fait, les paroles, c'est très important, mais ce qui compte le plus, c'est l'action. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup informé, mais maintenant, le plus important, c'est de passer à l'action. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.